Si c'est bon, j'y vais. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un outil qu'on a développé au SPSE, au Service parisien de santé environnementale, en collaboration avec l'APUR. C'est un outil cartographique qui permet d'identifier ce qu'on a appelé les zones de fragilité en santé environnementale. C'est-à-dire des zones qui cumulent un certain nombre de défaveurs environnementales, sociales et sanitaires, et dans le but de prioriser l'action publique. Donc, c'est un outil d'aide à la décision sur la question des inégalités environnementales, sociales et territoriales de santé. Donc, l'idée de ma présentation aujourd'hui, c'est de voir si ce projet pourrait alimenter l'étude des coûts, et si oui, comment. Donc, pour ça, je vais vous parler en particulier, je vais vous présenter les différents indicateurs qu'on a définis pour l'outil, donc les données qu'ils intègrent, et donc ce qui signifie ou ce qui ne signifie pas, d'ailleurs. Ça passe pas. Donc, l'enjeu de ce projet, c'est la réduction des inégalités de santé. Donc, dans un contexte d'inégalités de santé qui ont tendance à se creuser ces dernières décennies, en France, en Île-de-France et également à Paris, donc des inégalités de santé qui présentent un caractère social marqué, et qui se traduit par exemple par un écart de l'espérance de vie entre les différentes catégories socio-professionnelles, qui présente aussi une composante environnementale liée à une différence d'exposition aux pollutions et aux nuisances entre les individus, et les deux pouvant croiser et se traduire par des écarts de l'état de santé des populations entre les territoires, puisque les différentes catégories sociales ne se répartissent pas de façon homogène sur l'ensemble du territoire, et que certains territoires vont abriter des populations à la fois plus fragiles et plus exposées. Ces inégalités sociales et environnementales de santé, et même plus largement les questions d'environnement et de santé sont considérées depuis quelques années comme des enjeux de santé publique en France, et elles ont été inscrites comme priorité dans plusieurs politiques, notamment les plans santé-environnement, qui mettent en avant, par exemple, les concepts d'urbanisme favorable à la santé ou la promotion de la santé. Et donc, les plans nationaux santé-environnement 2 et 3 ont également mis en avant la nécessité d'améliorer la connaissance sur les zones de cumul de défaveur, afin de pouvoir agir sur les inégalités sociales et environnementales de santé. Et pour ça, ils ont promu le développement d'outils de caractérisation des inégalités environnementales. Et plusieurs régions, dans le cadre de leur plan régional santé-environnement, ont développé ce type d'outils, en la plupart également des données de vulnérabilité de la population. Voilà, ça c'est un peu pour le contexte un peu général. En ce qui concerne le contexte parisien, on constate tout d'abord un niveau de santé globalement bon à Paris, comme l'illustre par exemple la carte de gauche qui présente les niveaux relatifs de mortalité en France. Donc, on voit que Paris est en bleu, donc avec un taux de mortalité en dessous de la moyenne nationale. Mais quand on regarde plus finement, on voit aussi que la situation est contrastée, avec des indicateurs de santé moins bons dans certains arrondissements. Donc, comme on le voit par exemple sur la carte du taux de mortalité prématurée qui est au milieu.
et avec globalement une espérance de vie plus forte dans les arrondissements de l'ouest de Paris. Donc, c'est des différences qui sont observées également pour d'autres indicateurs de santé. Et donc, tout ça sur un territoire qui présente de nombreuses spécificités. Alors déjà, c'est un territoire entièrement urbain, avec une densité du tissu urbain et de la population qui sont particulièrement fortes, un niveau de richesse globalement élevé, mais inégalement réparti sur le territoire, avec une population qui présente de fortes disparités socio-économiques et de mode de vie. L'existence également de phénomènes de ségrégation sociale et urbaine qui entraînent également des disparités d'exposition aux nuisances environnementales. Un bâti ancien pour une bonne part, ce qui peut avoir des conséquences sur le confort dans les logements, l'isolation thermique, phonique, la ventilation, l'exposition au plomb à travers les peintures, enfin, un certain nombre de conséquences. Un territoire également qui a un passé industriel et artisanal important, donc qui est à l'origine notamment de pollution des sols. Un trafic routier en baisse, mais encore important, ce qui entraîne de sonore et pollution de l'air. Un réseau ferré également important. Une place relativement limitée des espaces verts, malgré une politique d'extinction de la végétation ces dernières années, mais qui reste encore faible, enfin une place des espaces verts encore relativement faible, et des équipements de services et de soins qui sont relativement nombreux, mais plus ou moins bien répartis sur le territoire. Donc, autant de facteurs en fait, qui peuvent avoir un impact sur la santé et contribuer aux inégalités de santé. Donc pour ça, je vous ai mis pour illustrer ça, j'ai mis un schéma, là, le schéma de Dahlgren et Whitehead, qui est une des premières représentations qui montre les différents déterminants de santé, c'est-à-dire les facteurs qui influencent l'état de santé. Et donc, ils sont de plusieurs ordres. Donc, déjà, au centre, c'est les facteurs individuels, donc les facteurs biologiques qui sont non modifiables, mais également des facteurs liés au mode de vie qui, donc, eux, sont modifiables. Des facteurs également qui ont trait au milieu, à la famille, au voisinage, au travail, à l'école, et d'autres qui sont liés au système global, donc l'aménagement du territoire, le contexte socio-économique du territoire, le système de santé, les conditions environnementales. Donc, c'est une des représentations qui existent, mais il en existe d'autres qui peuvent être plus ou moins dynamiques. Enfin, voilà. L'idée étant de montrer que la santé est impactée par un nombre de facteurs extrêmement larges. Et donc, certains territoires vont concentrer des individus présentant plus de vulnérabilité liée à leur niveau socio-économique, à leur mode de vie, à leurs conditions de vie dans leur logement, leur quartier, leurs conditions de travail. C'est pas ça. Voilà, donc donc ça, c'est le contexte qui a amené à conduire ce projet. Et le cadre du projet, c'est le plan Paris Santé Environnement, qui a été adopté en décembre 2015. Donc, c'est le plan qui donne les orientations de la politique de la ville en matière de santé environnementale. Donc, il part du constat des spécificités de l'environnement urbain et sociodémographique de Paris, de
de constat également d'une aggravation globale des inégalités de santé et de l'importance du cadre de vie et des conditions de vie sur la santé. Et il fixe comme principaux objectifs la réduction des inégalités de santé à caractère environnemental et l'amélioration de la santé en jouant sur l'ensemble des déterminants environnementaux. Donc pour atteindre ces objectifs, il y a un certain nombre de fiches actions, dont une qui demande le développement d'un outil cartographique de caractérisation des inégalités environnementales, sociales et territoriales de santé, donc pour repérer les zones de fragilité en santé environnementale. Donc voilà, donc je rentre dans le cœur de ce projet, donc, dont l'objectif était d'élaborer un outil cartographique pour identifier ce qu'on a appelé des zones de fragilité en santé environnementale, dans le but de prioriser les quartiers ou territoires sur lesquels faire porter des actions publiques, avec comme enjeu la réduction des inégalités environnementales, sociales et territoriales de santé. Sachant que les communes ou les départements, puisque c'est le cas de Paris, qui est les deux, disposent de nombreux leviers pour agir sur les déterminants de santé, qu'il s'agisse d'actions qui relèvent du champ de la santé stricto sensu, que ce soit la politique de protection maternelle et infantile ou la lutte contre l'habitat insalubre, mais aussi des leviers dans d'autres champs sectoriels qui sont extrêmement nombreux, comme les déplacements, la propreté, les espaces verts, l'aménagement et l'urbanisme en général, et également les services aux enfants ou aux personnes âgées ou autres populations vulnérables. Donc pour ça, on a proposé une démarche portant sur plusieurs thématiques identifiées comme ayant un impact sur la santé et qui couvrent donc les pollutions et les nuisances environnementales, la présence de populations plus vulnérables et la carence en aménités urbaines. Donc, en considérant les aménités comme des facteurs favorables pour la santé, donc leur relative défaut comme un facteur de défaveur supplémentaire. Et on a proposé d'identifier ces zones de cumul de défaveur au moyen d'un indice synthétique construit à partir d'indicateurs portant sur ces trois familles thématiques, donc construit à une échelle fine. Donc ce travail a été copiloté par le SPSE et la PUR, donc l'atelier parisien d'urbanisme, et également avec la direction de la transition écologique et du climat, une participation dans le comité de pilotage. Pour identifier les données d'intérêt et construire nos indicateurs et globalement pour construire notre outil, on s'est appuyé sur un comité technique assez large, composé de producteurs de données et d'experts. Donc, il y avait les structures en charge de la surveillance de la qualité de l'air et du bruit en Île-de-France, donc Airparif et Bruparif. Il y avait des services déconcentrés de l'État avec la DRIE, donc qui a changé de nom entre-temps, mais l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie. Également des universités, donc avec le laboratoire LADIS, l'INERIS, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme qui a également changé de nom depuis, et l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France et le Centre antipoison et de toxicovigilance. Et enfin, donc plusieurs services de la ville de Paris en charge de santé environnementale, d'environnement, de logement et de social. Donc pour choisir nos indicateurs, on a défini un certain nombre de critères
Donc à savoir que les thématiques retenues devaient avoir un lien avéré avec la santé. Elles devaient correspondre à des spécificités parisiennes et à des priorités mises en avant par le plan Paris Santé Environnement. Et il devait également y avoir une pertinence à l'écartographie. Le choix des indicateurs s'est fait également sur un critère de disponibilité des données à une échelle fine, c'est-à-dire au maximum le carreau de 200 mètres de côté, qui est la maille qui a été retenue pour construire l'ensemble de nos indicateurs thématiques, et un critère d'exhaustivité sur l'ensemble du territoire parisien. Donc, ce qui nous a conduit à écarter un certain nombre de données qui auraient pu être intéressantes, mais bon, qui ont du coup pas été intégrées à l'indice synthétique de priorisation, mais qui ont été considérées comme des données complémentaires. Voilà, donc ces critères nous ont amenés à définir des indicateurs de pollution de l'air, de bruit lié au transport, d'habitat dit à risque, et de chaleur en ville, donc qu'on a abordé à travers la carence de végétation. Donc, pour les indicateurs portant sur les facteurs de vulnérabilité de la population, on a retenu des indicateurs renvoyant vers les populations les plus sensibles aux effets sur la santé des nuisances environnementales, mais également les populations plus fragiles d'un point de vue général. Et donc, on a retenu des critères d'âge, un critère d'état de santé et un critère de défaveur socio-économique. Et pour la carence en aménité, on a considéré les espaces verts et les berges, et les structures faisant de la médecine générale, qu'il s'agisse de médecins libéraux ou de centres de santé. Et on a traité ces indicateurs d'aménité urbaine sous l'angle de l'accessibilité des populations à ces structures, enfin à ces aménités. Alors, donc là, c'est suite les discussions avec le comité technique qui nous ont permis de définir notre méthode de construction de nos indicateurs. Donc, on a retenu, donc tous nos indicateurs thématiques ont été construits à la maille du carreau de 200 mètres de côté. Ils ont été exprimés en fonction de la population résidente, donc selon une double approche, à la fois en proportion, donc, à la fois en nombre, donc ce qui nous permet d'identifier les carreaux, les carreaux dans lesquels il y a un grand nombre d'individus qui est impacté ou concerné par la défaveur étudiée, mais également en proportion, afin de pouvoir repérer aussi les carreaux moins densément peuplés, mais dans lesquels il y a donc une proportion forte de personnes concernées. Tous nos indicateurs thématiques ont été binarisés en attribuant un score de 0 ou de 1. Enfin, donc 1 indiquant la situation de défaveur et qui exprime une défaveur relative par rapport à la moyenne parisienne. Et ensuite, on a construit notre indicateur synthétique par indication des indicateurs thématiques binarisés. Donc, comme ce n'est pas forcément très... ça peut manquer un peu de clarté, je vais essayer de vous l'expliquer un peu plus concrètement à partir d'un exemple. Par exemple, notre indicateur de pollution de l'air. Donc, on part d'une carte qui montre les niveaux de pollution. Bon, là, sur la carte, c'est croisé au bruit, mais bon, pour construire l'indicateur de pollution de l'air, on a retenu que les niveaux de pollution de l'air. Donc, on part d'une carte qui montre les niveaux de pollution
à une échelle très fine. Donc là, c'est le carreau, enfin, c'est une maille de 12 mètres de côté. On superpose à cette carte la carte du bâti parisien et de la répartition de la population dans le bâti, ce qui nous permet, après agrégation au carreau de 200 mètres, d'avoir la répartition de la population exposée à des niveaux élevés de pollution de l'air. Et ensuite, on a la carte du milieu. On fait le même travail en proportion de la population par rapport à la population du carreau. Et la carte du bas montre notre score binarisé, donc avec un score de 1 pour les carreaux dans lesquels soit le nombre d'individus exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air est supérieur à 2 fois la moyenne parisienne, soit la proportion d'individus exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air est supérieure à 2 fois la moyenne parisienne, soit les deux. Voilà. Est-ce que je m'arrête là s'il y a besoin d'éclaircir tout de suite Bon, de toute façon, je vais revenir sur chaque indicateur plus précisément, donc vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment s'il y a besoin de précision méthodologique. Voilà, donc la première thématique sur laquelle nous avons travaillé, c'est la pollution de l'air, donc thématique évidemment prioritaire sur un territoire comme Paris, du fait de la concentration des personnes et des équipements, ce qui entraîne une forte mobilité sur le territoire, donc avec des émissions de polluants liées au transport, en particulier le transport routier, mais également une concentration d'autres sources de polluants atmosphériques, en particulier le chauffage résidentiel et tertiaire. Et également du fait des effets sur la santé, puisqu'il s'agit du premier facteur de risque environnemental pour la santé en Île-de-France, avec une estimation de plus d'un décès sur 10 à Paris qui est lié à la pollution atmosphérique. Donc on a retenu un indicateur multipolluant construit à partir de données modélisées à la maille de 12 mètres, donc des données modélisées de dioxyde d'azote, donc les concentrations moyennes annuelles, les concentrations moyennes annuelles également de particules PM2,5, et le nombre de jours de dépassement du seuil réglementaire pour les particules de plus grosse taille, donc les PM10, ce qui nous permet d'avoir une information sur les pics de pollution, en plus des informations sur la pollution chronique. Donc l'indicateur multipolluant est exprimé en 6 classes, et à partir de la classe 4, on est dans des niveaux de polluants atmosphériques qui sont supérieurs au seuil. Donc sur la carte de gauche, on voit les niveaux croisés de pollution atmosphérique et de bruit, avec en violet les zones sur lesquelles les niveaux sont les plus forts pour la qualité de l'air, pour la pollution de l'air et pour le bruit. Donc on voit nettement ressortir les grands axes. En rouge, on voit c'est les niveaux moyens pour les deux, et pour la pollution de l'air et pour le bruit. Et en bleu, en bleu, c'est des niveaux forts pour la pollution de l'air, mais faibles pour le bruit, voilà, etc. Donc là, les niveaux sont croisés sur cette carte. Pour passer à la carte au carreau, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a exprimé l'indicateur en fonction de la population résidente exposée. Donc, on obtient la carte du haut, donc au carreau de 200 mètres de côté, qui montre un effectif de population résidente exposée à des niveaux élevés de pollution de l'air, c'est-à-dire un niveau après avoir sélectionné
les niveaux 4, 5, 6 de l'indicateur de pollution de l'air multipolluant. Donc, sur cette carte de droite, en haut à droite, on ne voit pas un gradient de concentration de polluants, mais on voit un nombre plus ou moins important de personnes exposées à des niveaux supérieurs au seuil réglementaire de pollution atmosphérique. Donc, on a fait cette même carte en proportion, ce qu'on appelle taux, afin de ne pas sélectionner, afin que la densité de population du carreau ne joue pas trop dans notre carte. Et ensuite, l'indicateur, la carte du bas montre le score, le score binarisé de l'indicateur, pardon, donc qui montre les carreaux dans lesquels l'effectif ou la proportion d'individus exposés à des niveaux élevés de pollution de l'air est supérieure ou égale à 2 fois la moyenne parisienne. Donc c'est ce score qui sera intégré à notre indice synthétique de priorisation. Donc deuxième thématique étudiée, le bruit. Donc également un sujet important santé environnementale à Paris en raison de l'importance des sources de bruit et de l'impact sur la santé, sur le sommeil, la fatigue et les troubles cardiovasculaires également, et les effets psychosociaux également. Donc pour le bruit, on a retenu un indicateur Elden multisource construit par sommation énergétique de données modélisées du bruit issues de 3 sources. Donc le bruit routier, le bruit ferré et l'héliport de Paris, ici les Moulineaux, qui est la seule source de bruit aérien pour Paris. Comme l'indicateur de pollution de l'air multipolluant, cet indicateur de bruit multisource est aussi exprimé en 6 classes, et à partir de la classe 4, on est dans des niveaux de bruit qu'on peut qualifier d'élevés, donc supérieurs à 60 dB, ce qui correspond à une valeur intermédiaire entre les différents seuils réglementaires et les recommandations de l'OMS. Donc, on procède de la même façon que pour l'indicateur de pollution de l'air. Donc, on sélectionne les bâtiments avec un niveau de bruit élevé, et après agrégation à l'échelle du carreau du nombre d'habitants dans ces bâtiments, on en déduit l'effectif des habitants surexposés au bruit par carreau. Et on construit la carte dans laquelle ce nombre est exprimé en fonction de la moyenne parisienne. Ensuite, on construit notre score binarisé avec un score de 1 qui indique la situation de défaveur, et donc qui montre les carreaux dans lesquels l'effectif ou la proportion de résidents exposés à des niveaux de bruit élevés est supérieur ou égal à 2 fois la moyenne parisienne. Troisième thématique environnementale étudiée, l'habitat, qui est un déterminant majeur de santé et des inégalités de santé. Majeur du fait du temps passé à l'intérieur du logement, du fait du risque d'exposition à de nombreux polluants, soit le plomb, les moisissures, les composés organiques volatiles, le monoxyde de carbone, et qui peuvent être à l'origine d'effets sur la santé multiples et qui peuvent être graves. Et particulièrement pertinent à Paris, du fait de la difficulté de se loger dans la capitale et de l'importance de l'habitat ancien, j'en ai déjà parlé. Donc c'est également une des cibles prioritaires du plan Paris Santé Environnement. Plan Paris Santé Environnement, pardon.
Donc, il n'est pas très facile de trouver des données sur l'habitat qui soient à la fois fines et exhaustives. Donc, on a retenu un indicateur composite qui est développé par l'APUR dans le cadre de l'Observatoire de la prévention de la dégradation des immeubles à Paris, donc qui sert pour repérer les immeubles à surveiller du fait du risque de dégradation. Donc, c'est un indicateur qui est lui-même construit au moyen d'un certain nombre d'indicateurs comme la forte concentration de petits logements locatifs, la mise en demeure au titre du péril, les mises en demeure au titre du règlement sanitaire, les factures d'eau impayées, la surreprésentation de demandes de relogement. Et également les diagnostics positifs. Voilà, donc c'est un indicateur qui est produit annuellement pour le parc privé. Et dans le cadre de notre projet, on a pu le décliner pour le parc social, ce qui nous a permis de viser l'ensemble des logements. Enfin, donc on l'a décliné pour le parc social à partir des indicateurs qui étaient disponibles, c'est-à-dire tous, sauf la forte concentration de petits logements locatifs et le fait que ce soit un ancien hôtel meublé. Donc, pour passer à la maille de 200 mètres, on a appliqué la même approche que précédemment pour la pollution de l'air et pour le bruit. Donc, on a superposé la carte du bâti et de la répartition du bâti à la carte des immeubles à risque. Et on obtient la carte du milieu qui est peut-être cachée, je ne sais pas, qui montre la répartition de la population habitant dans un immeuble à risque, enfin en tous les cas présentant au moins 3 difficultés, exprimées en effectifs et rapportées à la moyenne parisienne. Et la carte du bas, c'est notre score binarisé qui montre les carreaux dans lesquels soit l'effectif, soit la proportion, soit les deux personnes habitant dans un immeuble présentant au moins 3 difficultés est supérieur ou égal à 2 fois la moyenne parisienne. Dernière thématique environnementale entrant dans notre indice composite environnement, la chaleur en ville. Donc, c'est une thématique qu'on a traitée via la carence en végétation. Donc, c'est un sujet évidemment très important de santé publique, particulièrement dans une ville dense et fortement minérale comme Paris, et dans un contexte de changement climatique qui va renforcer la fréquence des vagues de chaleur. Donc, c'est un sujet sur lequel il n'a pas été non plus très facile sur lequel il n'a pas été très facile de choisir un indicateur parce que les données de thermographie dont on disposait n'ont pas été jugées suffisamment représentatives de l'effet des micro-effets de chaleur urbain qui peuvent être assez variables. Et donc, on a choisi d'utiliser la présence plus ou moins grande de végétation comme proxy des îlots de chaleur urbains, puisque la présence de végétation a un effet atténuateur de l'effet d'îlot de chaleur urbain par des effets d'ombre ou d'évapotranspiration. Donc, à partir de… Donc, c'est une approche aussi qui a été confirmée par des cartes, par des cartes issues de données satellites qui poulaient un certain nombre de clichés pris sur plusieurs semaines d'été et qui donnaient finalement une géographie assez proche de notre carte de végétation là, que vous voyez là. Donc là, qui est une photographie aérienne qui montre la présence de végétation. Et donc, à partir de cette photographie aérienne, on a calculé le nombre de mètres carrés de végétation par habitant et par carreau, en exprimant, comme toujours, les résultats par rapport à la moyenne parisienne. Donc, le score binarisé qui montre les situations les plus défavorables reprend les carreaux dans lesquels la
part de végétation par habitant est 2 fois inférieure à la moyenne parisienne. Pour les indicateurs portant sur les populations vulnérables, on a utilisé des données de l'INSEE directement disponibles au carreau de 200 mètres ou des données de la caisse primaire d'assurance maladie qui ont été traitées par elle au carreau de 200 mètres. Donc, on a retenu comme premier critère de vulnérabilité des indicateurs portant sur l'âge, donc les jeunes enfants et les personnes âgées, puisque de 0,5 ans et 65 ans et plus, puisque les jeunes enfants et les personnes âgées sont globalement plus sensibles, notamment aux expositions aux polluants et nuisances environnementales. Donc, on a comme précédemment, une première carte qui montre un peu le gradient des effectifs de ces 2 classes d'âge au niveau du territoire parisien et notre score binarisé qui reprend les carreaux dans lesquels l'effectif ou la proportion d'enfants et de personnes âgées est supérieure ou égale à 2 fois la moyenne parisienne. Donc, sur représentation de populations plus vulnérables. On a également considéré un critère d'état de santé, puisque l'effet d'être atteint d'une maladie chronique constitue un facteur de vulnérabilité et rend plus sensible aux nuisances environnementales. Donc, grâce à un indicateur qui nous a été fourni par la CEPAM, et qui porte sur les personnes en affection longue durée, donc les ALD. Donc les ALD, c'est un dispositif qui est mis en place par l'assurance maladie pour prendre en charge les frais liés aux pathologies graves ou chroniques, et donc qui nous permet d'approcher la localisation des personnes atteintes de maladies graves ou chroniques, soit une trentaine de pathologies qui sont prises en charge à 100%. Donc là, je précise que les ALD ont bien été considérés comme un facteur de vulnérabilité, donc un facteur de vulnérabilité lié à l'existence d'une pathologie grave ou chronique ou d'un traitement lourd qui peut lui-même être considéré comme une exposition chronique à des toxiques. Donc, un facteur de vulnérabilité au même titre que les âges extrêmes ou la précarité socio-économique, et qu'il ne s'agit pas ici de rechercher des liens entre pathologie et exposition, mais bien de voir là où sont localisés les groupes de personnes les plus vulnérables. Donc, nos cartes, voilà, on a une carte en effectif qui montre la répartition des personnes en ALD sur le territoire parisien et notre score binarisé qui indique les carreaux dans lesquels il y a une surreprésentation, soit en effectif, soit en proportion à la moyenne, par rapport à la moyenne parisienne. Et le dernier critère de vulnérabilité que nous avons considéré, c'est la défaveur socio-économique, puisque il est bien établi que le niveau socio-économique est fortement lié à l'état de santé des individus, par un ensemble de mécanismes qui relèvent notamment de la qualité du logement, de la pénibilité du travail, l'accès à un environnement de qualité ou à des soins de qualité ou l'adoption de comportements à risque, et avec comme conséquence que moins la situation socio-économique est bonne, plus les individus cumulent de facteurs de risque et des maladies, et également présentent des maladies à un stade plus avancé. Donc, on a utilisé les données portant sur les ménages à bas revenus, qui est produite par l'INSEE,
et que nous avons pu compléter par des données plus récentes transmises par la CEPAM, portant sur les bénéficiaires de la CMUC et de donc la couverture maladie universelle complémentaire, et l'ACS, donc l'aide complémentaire santé, qui sont des dispositifs, enfin qui ont été modifiés, mais qui étaient des dispositifs mis en place par l'assurance maladie pour couvrir les frais médicaux sur des critères de revenus. Donc finalement, également un indicateur qui porte sur les revenus. Voilà, oui, parce que je précise que les données INSEE au carreau sont rarement mises à jour. Donc les dernières, enfin, je ne sais pas si depuis ça a été mis à jour, mais en tous les cas, au moment de la construction de ces cartes, les données les plus récentes dataient de 2010. Donc, comme donc la CEPAM enfin, on a pu avoir des données plus récentes grâce aux données de la CEPAM, et qui ont permis de voir qui donnaient finalement des cartes assez proches. Alors, donc là, je passe aux indicateurs de carence en aménité. Donc, la première aménité qu'on a considérée sont les espaces verts, mais aussi les aménités bleues, donc la Seine et le canal, qui sont particulièrement importantes dans un territoire très dense et très bâti comme Paris, et qui sont des espaces favorables à la santé du fait d'un ensemble de mécanismes croisés qui concourent à réduire les nuisances environnementales, en particulier la chaleur, qui offrent des espaces qui favorisent l'activité physique, qui favorisent la convivialité, le ressourcement, et donc globalement des espaces positifs pour la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Donc on a utilisé, oui, donc même si idéalement on pourrait avoir une approche plus fine en prenant en compte la qualité de ces espaces, la qualité de l'aménité qui n'est pas équivalente d'un espace vert à l'autre, parce que, pour des raisons soit de sentiment de sécurité dans l'espace, de propreté, ou des risques liés associés aux espaces verts, mais c'est quand même donc les espaces verts et les aménités bleues sont des facteurs qui ont bien été identifiés comme positifs par la santé dans les études. Donc on a considéré les espaces publics uniquement, sachant que les espaces, les jardins privés à Paris sont quand même assez rares. Donc les espaces publics de plus de 500 mètres carrés, avec une surface végétalisée de moins 20%. Donc les espaces entièrement minéraux n'ont pas été pris en compte, mais ce qui était pas non plus, ce qui était également assez rare. Et donc on a retenu les parcs et jardins et les cimetières s'ils n'étaient pas entièrement minéraux, et les squares quand ils étaient assez grands, ainsi que les berges de canal et de Seine. On a utilisé cette carte de gauche qui montre l'accessibilité aux espaces verts et aux berges, en considérant la zone à moins de 5 minutes d'un espace vert ou d'une berge. Et donc, il s'agit d'une accessibilité réelle, c'est-à-dire que sur cette carte, on voit en bleu les zones pour lesquels on a un accès au point d'entrée de l'espace à moins de 5 minutes à pied, en considérant le filaire des rues et le point d'accès réel.
Donc, on en déduit les effectifs de population à plus de 5 minutes d'un espace vert ou d'une berge, ce qu'on voit sur la carte du haut à droite, en effectif par rapport à la moyenne parisienne. Et on calcule le score binarisé qui montre les carreaux dans lesquels l'effectif ou la proportion de personnes qui sont à plus de 5 minutes à pied d'un espace vert ou d'une berge est supérieur ou égal à 2 fois la moyenne parisienne. Et dernière thématique qui a été intégrée à notre indice synthétique de priorisation, la médecine. Ah oui, il y a un problème dans le titre, mais donc c'est les données de médecine générale. Qu'on a considéré également du point de vue de l'accessibilité de la population. Donc, on a construit un indicateur à partir des données fournies par la CEPAM, portant sur la localisation des généralistes de secteur, enfin des généralistes libéraux de secteur 1 et 2, et également des centres de santé délivrant des soins de médecine générale. Donc, pour chaque médecin ou centre, l'offre qu'il représente est distribuée sur sa zone d'influence, qu'on a considéré un rayon d'1 kilomètre, en fonction de la distance. Donc, plus l'offre est proche, plus elle a de poids. Et donc, la densité de l'offre par carreau de 200 mètres de côté est calculée en additionnant l'ensemble des parts d'offres attribuables à l'ensemble des médecins dont la zone d'influence inclut le carreau. Et donc, globalement, ça correspond au nombre de médecins généralistes disponibles dans le carreau. Ensuite, on a construit notre indicateur d'accessibilité en rapportant l'effectif de la population dans le carreau au nombre de médecins généralistes disponibles dans le carreau. Et pour l'indicateur, donc l'indicateur binarisé, quand il y a un écart de 2 par rapport à la moyenne parisienne. Donc, c'est les carreaux qui sont entourés de noir. Voilà, donc à partir de l'ensemble de ces indicateurs thématiques, donc une dizaine, on a construit notre indice synthétique qui permet de repérer les zones qui cumulent le plus de défaveur, toujours en regard de la situation moyenne parisienne. Donc, les zones sur lesquelles, selon notre méthodologie, il serait prioritaire de faire porter l'action publique. Donc, en faisant une simple addition des scores binarisés de chaque indicateur thématique. Sachant que, là, pour construire l'indice synthétique, on a aussi groupé les indicateurs d'âge et groupé les indicateurs de précarité économique. Donc, la première représentation à gauche montre les zones de cumul de défaveur après addition des scores binarisés de l'ensemble des indicateurs thématiques. Et donc, on obtient pour chaque maille un score de 0 même, de 0 à 9, qui montre le nombre de défaveurs sur le carreau. Ensuite, la carte du milieu, on a fait des classes, pour essayer de voir se dégager des quartiers. Donc, avec la classe 5 à 9 qui regroupe un score final de 5 à 9, vous l'aurez compris, et qui finalement définissent ce qu'on appelle nos zones de fragilité en santé environnementale. Donc, on voit se dessiner un certain nombre de quartiers, plutôt sur les arrondissements périphériques de la ville. Et on a une troisième représentation dans laquelle qui est
qui donne une représentation un peu plus qualitative pour indiquer quel type de défaveur. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une défaveur environnementale, enfin, nuisance et pollution, ou plutôt liée à la vulnérabilité de la population ou la carence en aménité. Alors, on a également développé un outil de data visualisation. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, ça va bien se passer. Alors, donc c'est un... Non. Voilà. Donc, l'outil reprend, reprend les indicateurs tels que je vous les ai présentés. Il permet d'avoir accès à chacune des thématiques pour finalement sélectionner les indicateurs qui nous intéressent. Donc, si on veut travailler que sur la pollution et le bruit, par exemple, on peut retenir que ces deux indicateurs-là. De la même façon pour les vulnérabilités de la population ou pour les aménités. On peut donc choisir les indicateurs qui nous intéressent. On peut également modifier la construction des indicateurs, c'est-à-dire que nous, dans nos indicateurs, on les a construits en considérant à la fois les effectifs et à la fois la proportion de personnes concernées par le facteur de vulnérabilité ou impactées par la nuisance environnementale, mais on peut choisir de travailler qu'en effectif ou de travailler qu'en taux, qu'en proportion. Et on peut également, mais là, je n'ai pas accès, parce que tu sais. On peut également choisir au lieu de travailler par rapport à la moyenne parisienne, qui est le choix qu'on a fait pour identifier les carreaux les plus défavorisés relativement à la situation du territoire parisien, on peut choisir de ne plus travailler par rapport à la moyenne, mais de travailler en choisissant les 10% les plus défavorisés ou les 20% les plus défavorisés ou les 30%. Voilà, donc une souplesse méthodologique pour pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances, puisqu'on a conscience que les choix méthodologiques réalisés impactent quand même sur les résultats. Et l'outil permet aussi d'ajouter quelques données complémentaires qui peuvent être intéressantes pour prioriser les quartiers sur lesquels intervenir, comme par exemple les quartiers politiques de la ville. Je vais remettre notre carte. Donc les quartiers politiques de la ville, la géographie des projets urbains, donc selon leur année de programmation. Également les équipements scolaires, donc que ce soit les lycées, collèges ou écoles élémentaires ou maternelles, les crèches, et également des équipements comme les bibliothèques ou les équipements sportifs. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que permet de faire l'outil. Non, c'est pas ça. Voilà. Oui, alors là, j'ai fait une diapositive
sur les modalités d'interprétation qui peuvent être peut-être intéressantes à avoir en tête dans l'idée de voir si ce travail pourrait être utilisé ou pas pour Égou. Donc là, nous, on a choisi d'exprimer l'ensemble des facteurs de défaveur en fonction de la population touchée, impactée, dans l'idée de cibler les zones sur lesquelles les gens vivent et pas les zones potentiellement non habitées, mais qui peuvent être fortement touchées par les nuisances environnementales qui, par ailleurs, sont déjà connues par les services qui disposent de cartes des nuisances pour mener leurs actions. Donc là, c'était vraiment la méthode ce travail permet d'identifier les zones sur lesquelles la population touchée par la défaveur est fortement surreprésentée. Mais elle ne permet pas de faire des nuances en fonction du niveau de nuisance ou du niveau de la défaveur. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la pollution de l'air, on cible des individus qui sont exposés à des niveaux supérieurs au seuil réglementaire, mais on n'a pas d'indication sur le niveau de dépassement. On ne sait pas si on est juste au-dessus de la valeur réglementaire ou très au-dessus de la valeur réglementaire. Qui ont par ailleurs tendance plutôt à baisser. Donc c'est bon. Donc on a également construit des cartes complémentaires qui permettent de donner des indications de renseigner ces informations-là, mais en tous les cas pour l'outil de priorisation, on n'a pas cette information. Le score binarisé, il montre aussi les carreaux dans lesquels la population touchée est supérieure ou égale à 2 fois la moyenne parisienne, en effectif ou en proportion, mais ce qui ne veut pas dire que dans les autres, il peut y avoir d'autres carreaux dans lesquels vivent également des individus qui sont concernés par le facteur de risque, mais ils sont moins représentés par rapport à la moyenne parisienne. Il faut aussi avoir en tête qu'un score élevé dans un carreau signifie que plusieurs défaveurs sont représentées. Donc, une surreprésentation de la population touchée par différentes défaveurs, mais il ne s'agit pas nécessairement des mêmes individus. Un autre point, c'est que nos zones sont identifiées à partir du lieu de résidence des individus, mais on ne peut pas dire non plus que ce sont on ne peut pas dire que les niveaux d'exposition au domicile représentent l'exposition réelle des individus, puisque évidemment ils vont fréquenter au cours de la journée, ils vont fréquenter différents lieux avec différents niveaux de pollution, mais ça reste une façon intéressante de cibler les zones sur lesquelles on va intervenir. C'est aussi pertinent pour les populations les moins mobiles, et qui font partie des populations les plus vulnérables, que sont donc les jeunes enfants et les personnes âgées. Et c'est la méthodologie qui est prise en compte pour les calculs d'impact du risque, pour les calculs de risque sanitaire. Alors, on a aussi la limite de l'âge des données. Donc, les cartes ont été faites avec les données disponibles les plus récentes, mais bon, des changements ont pu intervenir sur certaines thématiques, on va dire. Par exemple, des modifications de voirie qui peuvent avoir modifié les niveaux de bruit ou de pollution de l'air sur certains endroits. Ça ne nous permet pas d'appréhender les dynamiques de terrain, mais ça, c'est pas... c'est-à-dire ça ne donne pas d'indication sur est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se détériore.
il y a une certaine redondance des informations, par exemple entre l'habitat à risque et, la précarité socio-économique. On imagine bien que c'est une information qui peut être un peu redondante, mais ce qui ne nous pose pas de problème ici dans cet outil de priorisation, puisque l'idée n'est pas de développer un outil épidémiologique pour faire le lien entre un effet sur la santé et une exposition. L'idée, c'est de voir là où on a un cumul de défaveurs, et d'ailleurs, on voit que les cartes ne sont pas les mêmes. Voilà, là, je crois que c'est ma dernière diapositive. Donc, pour rappeler que ce travail, il avait pour but d'aider au choix des zones ou des quartiers sur lesquels intervenir en priorité pour réduire les inégalités de santé. Donc voilà, ça a été pensé comme un outil de priorisation et d'aide à la décision qui donne des premiers éléments diagnostiques. Sur lesquels, évidemment, qui ne dit pas tout des vulnérabilités en santé environnementale. C'est pour ça que le plan Paris Santé Environnement prévoit sur les quartiers identifiés et choisis d'approfondir avec des diagnostics territoriaux co-construits avec les habitants et les acteurs du quartier. Et par ailleurs, c'est un outil qui a été mobilisé déjà dans plusieurs projets par différentes directions pour alimenter des portraits, pour alimenter des portraits de santé, pour apporter des premières orientations dans les travaux, enfin les évaluations d'impact sur la santé qui sont réalisées sur les projets de rénovation urbaine. Et qui est utilisé également par les équipes de terrain des équipes en charge de la politique de la ville ou les équipes territoriales de santé pour compléter leur diagnostic terrain qui sont très qualitatifs. Et là, donc, ça apporte des données quantitatives, objectives, qui complètent, et qui a été... Bon, je ne vais pas détailler plus sur ce point. Et ben voilà, je crois que j'ai dit que voilà. Donc, si vous avez des questions sur des remarques. Merci Sophie. Je me suis dépêché de lever la main pour être assuré d'être le premier à intervenir. J'ai grillé Catherine au poteau, peut-être. Mais je vais essayer de faire très court, Catherine. Merci beaucoup, Sophie, parce que c'était dense, mais c'était super clair. Et puis, ah oui. Non, c'était... Oui, et puis, ça montre un travail qui est vraiment remarquable, impressionnant. Je vais parler d'égout très en vitesse et pourquoi on t'a demandé de faire un séminaire. Égout, en fait, c'est le pendant souterrain on espère, on vise à faire le pendant souterrain de ce que vous avez produit. L'idée, c'est qu'on a aussi des informations dans le sous-sol et que ces informations pourraient être complémentaires de celles que vous avez en surface. Égout, c'est aussi un projet multidisciplinaire avec parfois, et c'est normal dans le début du projet, des difficultés à parler entre disciplines. Et moi, j'avais personnellement besoin de savoir où vous en étiez sur ces questions-là, qu'est-ce que vous utilisez comme indicateur et à quoi ça mène. Donc, dans ce cadre-là, moi, je vois beaucoup plus clair sur vos indicateurs et vos problématiques. Ça résonne beaucoup aussi avec le travail que fait Camille Asselin, qui ne pouvait pas être là parce qu'elle présente le projet Égout dans un autre cadre. Mais le fait d'enregistrer cette présentation, je pense que ça va lui être très, très précieux.
J'avais plein de questions à te poser et puis en fait, les dernières diapos, elles ont répondu à mes questions, notamment sur des questions de mobilité ou de pendularité. Je vois qu'il y a des problèmes qu'on partage. Euh, J'allais te poser des questions sur quelle date vous vous fixez. Je voyais qu'il y avait, pour les polluants, il y avait des moyennes 2012-2016, et ça, tu as bien expliqué qu'en fait, une des difficultés, c'est de mettre à jour ces cartes ou de prendre en compte les évolutions temporelles et les dynamiques. Je voulais te poser la Là, question. on a utilisé les données disponibles les plus récentes à chaque fois. Mais oui, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'actualisation. Enfin, je veux dire, l'actualisation, c'est un projet en soi. Mais, Ouais. mais ce que c'était pas tant sur l'actualisation que sur que ça donne pas d'indication sur l'orientation, enfin sur la dynamique. Est-ce qu'on est en progression ou en détérioration? Ce qui peut être un facteur de priorisation, enfin, ce qui pourrait être considéré comme un facteur de priorisation à part entière. C'est statique, quoi. Je voulais te poser la question de l'accès aux données, mais en fait, tout est visible. Je pense il faut discuter un peu plus de l'accès aux données, la possibilité d'export pour comparer avec nos résultats en dessous. Et puis, vous utilisez une question très précise, et après j'arrête de monopoliser la parole. Vous n'utilisez pas la thermographie aussi pour les îlots de chaleur ou pour la qualité du bâti? Alors, on l'a envisagé, enfin, parce que on avait des données de thermographie qui dataient de l'été 2006, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, c'était juste un cliché, enfin, donc la thermographie aérienne. C'était un cliché qui avait été prise dans la nuit de juillet, je ne sais plus quoi, enfin, dans l'été 2006, en période caniculaire, enfin, de forte Ouais. chaleur en tous les cas. Et qui a été jugée par le comité technique, enfin pas assez représentative de l'effet enfin de l'effet micro-hugelot de chaleur sur la ville à plus long terme. Donc là, c'est parce que c'est juste un cliché, une seule nuit. Par ailleurs, on a pu voir, mais on n'a pas eu les données de cartographie satellite qui ont été prises par le NOAA. Donc là, c'était, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une trentaine de clichés. Donc c'était bon, voilà, c'est pas la même information puisque c'est satellite et pas aérien, mais en tous les cas c'était vraiment des données qu'on aurait voulu intégrer qui étaient vraiment intéressantes mais qu'on n'a pas pu récupérer. Donc du coup on avait juste l'image qu'on a quand même qu'on a comparée à notre carte de végétation et qui donnait quand même une géographie très assez cohérente. Donc, on a retenu ces données-là. Merci beaucoup. J'arrête de poser des questions. Je reprendrai la parole tout à la fin pour faire un point sur les actualités, mais un grand merci. Alors, moi, je veux bien poser une question, si c'est possible. Bonjour Sophie. Bien sûr. Merci parce que j'avais lu ton article que j'avais déjà trouvé très clair, mais là, ça permet d'avoir la totalité de l'information qui n'était pas forcément dans l'article et c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il est possible pour les immeubles et tout ce que vous avez comme information sur les immeubles d'avoir l'information à l'immeuble ou pas? Sur l'indicateur habitat à risque, c'est ça? Oui, Enfin, ouais. Oui. Enfin, en tous alors, les données sur le parc privé sont publiées annuellement, enfin, sont publiées annuellement par la PUR.
Donc ça, c'est disponible sur leur site. Sur le parc social, ça a été fait uniquement pour ce projet-là. Alors moi, je dispose pas. Enfin, en fait, ce qu'on a, c'est, si je me souviens bien, c'est le score, donc, puisque c'est un indice composite. Non, moi, nous, on n'a que quand c'est rapporté à la population, mais la PUR, oui, a ces données à l'immeuble. Ok. Voilà, mais moi, nous, pour l'instant, on n'en dispose pas. Après, c'est des données, je pense, qui sont récupérables. D'accord. Est-ce que ça serait… Je pensais que quand les étudiants vont faire le questionnaire dans les immeubles, ça serait intéressant d'avoir l'information sur l'immeuble et de poser les questions aux personnes qui sont dans les immeubles par rapport à leur ressenti. Parce qu'elles estiment qu'elles sont dans un cadre de vie qui est plaisant, enfin de reprendre un petit peu tout ça. Et puis, je m'étais posé aussi la question des informations sur les revenus. C'est toujours très délicat dans les questionnaires de poser la question des revenus aux gens. Et je m'étais posé la question des charges, de leur demander combien ça leur coûte. Est-ce qu'ils peuvent nous donner une petite idée de l'argent qu'ils dépensent tous les mois pour être bien dans leur logement en termes d'eau, d'électricité, de prix du loyer. Je m'étais dit qu'on pourrait comme ça peut-être avoir une information, mais là aussi, il faut que je discute avec vous parce que ça, je me dis que ça pourrait être intéressant, mais comme je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas trop d'idée de ce qu'on peut en obtenir après. D'avoir cette information en questionnant les personnes, tu vois, chaque personne, leur demander, est-ce que vous êtes bien dans votre appartement? Comment vous appréciez d'être dans votre quartier? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous appréciez? Quels sont les problèmes rencontrés? Bref, de voir si c'était intéressant de poser ces questions-là et puis de leur dire, mais pour être bien dans votre appartement, finalement, vous pouvez nous donner une petite idée de ce que vous dépensez tous les mois en termes d'électricité, d'eau, de loyer. Et je m'étais dit, comme ça, on aura une idée de l'argent disponible, sans forcément passer par les revenus. Et en tout cas, ce que ça… de donner une idée de l'argent disponible, l'argent dépensé, mais c'est peut-être plutôt une charge, qualification de est-ce qu'on est à l'aise ou pas à l'aise. Ouais, c'était l'idée que j'en avais. Mais je ne sais pas si c'est intéressant de poser cette question-là. C'était en lisant les articles de Choi où ils avaient des informations sur les loyers et ils l'utilisaient. Et je m'étais dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une information pareille si on l'avait? Voilà, donc c'est une question que je me pose et sur lesquelles je n'ai pas avancé plus que ça parce que je suis juste en train de me la poser. Ouais. Bon, je ne sais pas, moi, dans le cadre de ce projet, en tout cas, on n'a aucune données qualitatives de ressenti. C'est vraiment que des données quantitatives. Dans l'indicateur sur les logements, donc l'indicateur, il y a effectivement, donc dans cet indicateur composite, il y a effectivement des données sur les factures d'eau impayées. Donc c'est pas des données sur la charge des factures, mais il y a l'information sur le fait que ça représente une charge trop forte, quoi, finalement. Ouais. C'est vrai que c'est assez… Et bon, l'intérêt de cet indicateur, c'est qu'il il a été validé, il est utilisé depuis longtemps pour repérer les immeubles à risque de dégradation par la ville. Et il a donc sa valeur prédictive, voilà, ça se veut un indicateur prédictif, sa valeur prédictive a été validée. Donc, c'est vrai que ça intègre à la fois des données sur la qualité du logement et sur les difficultés des ménages à payer leurs factures. Voilà. Bon, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question en disant ça, mais… Si, tu réponds bien. Et puis peut-être, mais je suppose que Jérémy va le dire. Moi, il faudra juste malheureusement que je vous quitte à 13h parce que j'ai un déjeuner de travail avec ma chef, donc je vais essayer d'être à l'heure.
Mais je pensais que ça serait intéressant qu'on continue nos échanges sur ces indicateurs en travaillant sur les indicateurs qui sont proposés dans les articles de Choi. Je ne sais pas, Jérémy, si tu veux en dire 3 mots maintenant, et que de la même façon qu'on pensait que ça serait bien que j'y sois, que Thomas y soit, que Régis y soit, que tu y sois, je pense que Sophie, si elle venait réfléchir avec nous, ça serait très intéressant. Alors, je réponds tout de suite, mais j'ai bien en tête qu'il y a une main levée de Anne-Fleur. Oui, ça reste une petite, pas une frustration, mais quelque chose qu'on n'a pas accompli pendant la journée de lancement et qu'on a en tête. C'est un travail qui doit être fait au démarrage du projet, la confrontation de nos indicateurs en surface et au-dessus et en dessous. Donc, il y a le fichier qui traîne toujours dans l'espace Core sur lequel on inventorie ces indicateurs, mais avoir un fichier dans un espace auquel tout le monde n'accède pas apparemment, et je reviendrai dessus, ça ne suffit pas. Donc, on prévoit à l'automne, au début de l'automne, une réunion de brainstorming, le mot n'est pas très joli, où on va, avec une bière et des chips, n'est-ce pas Catherine, discuter de nos indicateurs et voir comment on peut les croiser. Donc oui, ça c'est une demande forte et ça sera fait. Oui, en fait, du coup, ça me fait rebondir. J'ai été très longue, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai été très longue sur les indicateurs. Mais en fait, je voulais rentrer dans les détails méthodologiques pour bien qu'on comprenne ce qui montre et ce qui ne montre pas. Et là, je rebondis par rapport à cette histoire de confrontation des données de surface et des données de sous-sol, parce que, donc, comme vous l'aurez compris, notre indice synthétique, nos indicateurs finaux, ils montrent, ils n'ont pas toutes les nuances du niveau de pollution, ou du niveau d'exposition, ou du niveau de défaveur. C'est vraiment un outil de priorisation. Donc, du coup, sachant qu'on a aussi d'autres données intermédiaires qui peut-être seraient plus intéressantes à utiliser, je pense, mais qu'on ne les a pas sous forme de data visualisation. Donc, c'est moins. Voilà. Après, de toute façon, l'outil de data visualisation ne permet pas non plus d'exporter les données en format SIG, ne permet pas d'exporter les données du tout même. Donc voilà, ça reste un outil peut-être un peu exploratoire, mais qui ne suffit pas, je pense, qui ne permet pas de tout faire, qui ne vous permettra pas de tout faire. Ce qui est amusant et commun dans les présentations de Thomas, dans la mienne, je pense aussi, ou dans celle d'Adèle, c'est qu'on est beaucoup plus attentif à expliquer les limites de nos indicateurs, peu importe les disciplines, plutôt que les avancées qu'ils permettent. J'arrête et puis je donne la main à Anne-Fleur. Non, mais en fait, c'est vraiment un outil de priorisation. Ça n'a pas été conçu comme un outil de recherche. Voilà, donc je pense qu'il y a tout à fait des possibilités de l'utiliser pour ça, mais voilà, c'était pour il n'a pas été imaginé comme ça, et donc du coup, il permettra pas forcément de faire tout ce tout ce qu'on voudrait faire dans le cadre des groupes. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je suppose que c'est à mon tour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bravo pour cette super présentation. J'ai 2 questions. La première sur la qualité du lien social et deuxièmement sur la médecine. Pour ce qui est de la qualité du lien social, j'ai cru comprendre que l'indicateur principal, c'était les aménités, parcs et proximité des berges, sans doute aménagés pour se retrouver sur un banc public. Je me demandais si vous aviez décliné ça, ou pensé de décliner en vous intéressant aux MJC, aux maisons de quartier, ce genre de choses, et voire même plus spécifiquement encore aux structures d'éducation populaire. Ça, c'est ma première question. Ouais. J'y réponds maintenant. Ouais. Alors, donc là,
dans cet outil qui est vraiment un premier pas de priorisation, on n'a retenu que des indicateurs pour lesquels on avait des données, on avait un certain nombre de critères que le lien avec la santé soit vraiment bien documenté, donc ce qui peut être et qu'on ait des données fiables, exhaustives, suffisamment fines. Voilà, donc on n'a pas en tant que tel de données sur le lien social, et effectivement, la présence d'aménités vertes et bleues peut être une approche, mais en fait, elles ont été considérées pas que pour le lien social, mais pour tous les bénéfices qu'elles apportent sur la santé. Et donc, on n'a que des données quantitatives finalement dans cet outil, et la dimension qualitative ne sera pas approchée à cette échelle-là de l'ensemble de la ville, et c'est au niveau du quartier, des quartiers sur lesquels en fait, il faut approfondir les diagnostics sur le terrain en intégrant des données plus qualitatives sur le lien social notamment. Et oui, et sur la question des autres aménités qui peuvent avoir une connexion avec le lien social, comme les bibliothèques, les MJC, enfin je ne sais plus. Alors ça fait partie de nos données complémentaires, donc qui ne rentrent pas dans l'indice de priorisation, mais qui ont été produites par ailleurs. Donc, on a effectivement produit des cartes sur les équipements, sur les bibliothèques et leur zone de leur rayonnement, sur les équipements sportifs, sur un certain nombre, enfin pas non plus, sur plusieurs structures de ce type-là. Mais finalement, les données dont on disposait n'étaient pas assez robustes, peut-être pour entrer dans notre indice de priorisation, parce que finalement, on va avoir une zone de rayonnement des bibliothèques, mais on ne sait pas exactement, on ne sait pas finalement qui y va. On peut avoir un nombre d'équipements sportifs, mais on ne sait pas forcément de façon exhaustive s'ils sont utilisés ou non. Voilà, et donc ça n'a pas été retenu dans notre indice synthétique, mais par contre, on les a effectivement considérés, et on les a considérés comme des données complémentaires. Et voilà, et à creuser sur le terrain finalement. Ok, très vite, ma deuxième question sur la médecine. Tu l'as peut-être dit, et j'ai sans doute mal compris, parce que tu parlais de médecine généraliste. Tu ne considères pas que les libéraux, n'est-ce pas? Tu as inclus les centres de santé, les centres médicaux généralistes, et aussi parce que juste à côté de chez nous, on a un centre de santé mentale aussi, par exemple. Donc, je voulais savoir comment ça avait été. Alors, on a considéré uniquement la médecine générale, donc on n'est pas rentré dans la médecine spécialisée. Donc, ça a été envisagé. On avait envisagé la médecine, la pédiatrie, ou la médecine en tout cas. Oui, disons la pédiatrie, ou la santé mentale, mais finalement, on est resté sur les données de médecine générale, parce que c'est quand même un outil général, qui n'est pas le bon outil pour travailler des questions plus précises d'accès aux soins sur certaines spécialités. Donc on est resté sur la médecine générale, mais on a effectivement considéré à la fois la médecine libérale et la médecine, et les soins de médecine générale qui sont dispensés en centre de santé. Ok, merci. En ayant une approche du nombre d'actes dispensés par ces centres de santé. Alors, je voulais te remercier, Sophie,
également. Et je voulais te dire que l'outil, je trouve super et je pense que ça va beaucoup nous aider pour le choix des lieux pour les actions participatives avec les citoyens, surtout si on veut impliquer les écoles, parce que j'ai vu qu'il y avait un bouton où on pouvait afficher les écoles présentes. Et donc, on croiserait les lieux contrastés d'un point de vue socio-économique, là où il y a les écoles, avec là où il serait intéressant d'effectuer les prélèvements dans les égouts. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas forcément les mains levées. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste quelques points concernant le projet égout. Comme l'a dit Nada en introduction, Nada propose en lien avec la fête de la musique un petit exercice sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter, en proposant une playlist des musiques en lien avec le projet, sur les égouts, sur la science, sur la participation citoyenne. Donc, vous avez le compte Twitter ou le tweet de Nada dans le chat. Les comptes rendus de réunion sont disponibles sur l'espace corps et on a eu beaucoup de réunions parce qu'on met en place la stratégie du projet depuis la journée de lancement. Si jamais vous avez des problèmes d'accès à l'espace corps, surtout envoyez-moi un message et je vous aiderai à accéder à l'ensemble des documents. On a convenu avec Nada de faire une newsletter. On soumettra cette idée au comité de pilotage du 13 juillet pour faire un point des différentes avancées du projet. Et puis, à l'automne, un rendez-vous de brainstorming sur les indicateurs et puis un rendez-vous de discussion autour de l'article de Choi. Et Sophie, tu seras invitée parce que l'intégration des différents indicateurs dans des indices synthétiques et la manière dont on peut confronter ça avec des indices géochimiques, c'est vraiment intéressant. Ça nous perturbe. On n'a pas du tout les mêmes visions avec Catherine et c'est ça qui est intéressant. Voilà, moi j'en ai fini. Un grand merci, Sophie, pour ta présentation. Ça nous éclaire. Bon, tant mieux. À bientôt, tout À le bientôt. monde. Bonnes vacances, si on ne se revoit pas d'ici là, sauf pour ceux qui sont en copie le 13 juillet. On reprendra les hostilités fin août avec une proposition de nouveaux webinaires. L'idée, c'est que tous les membres du projet déclarent leurs envies aussi sur leur projet ou ce qu'il faut. Et puis, on fera intervenir des personnes extérieures pour ouvrir un petit peu et puis s'inspirer de ce qui est fait ailleurs. Bonne journée à tous et bonnes vacances si on ne se revoit pas. Au revoir, bonne journée. À bientôt.